Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris dans une résidence Covivio pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement? Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo, talentueuses, engagées, militantes, qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Trop bien. Marianne Robert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans Femmes Corpo. On est tellement heureuse de t'avoir. On pense que vraiment tu es une femme très iconique dans le paysage audiovisuel musical français. Donc vraiment on est trop content de t'avoir. C'est vraiment un honneur puisque tu es la directrice générale du groupe Sony Music. C'est incroyable. Donc déjà bravo pour ça. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous. Là, je viens de te présenter un petit peu, mais est-ce que tu pourrais te présenter toi-même assez succinctement, comme tu le souhaites? Oui, absolument. Donc, Marianne Robert, 43 ans, mariée, 2 enfants, donc présidente de Sony depuis 2021, donc 3 ans maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a 3 lieux où on peut me voir souvent. Ok. Des salles de concert, des gares et des fêtes foraines. Alors, peut-être pour dire un mot là-dessus, les salles de concert, évidemment, parce que c'est ce qui me nourrit, c'est la musique. J'adore les concerts, j'adore écouter de la musique, j'adore vraiment voir les artistes, sentir le public, sentir ses émotions. Donc, j'essaie d'aller quasiment 4 fois par semaine en concert. D'ailleurs, Wow. on s'y croise 4 régulièrement. fois. Mais ouais, c'est Un challenge. c'est un plaisir. Bah oui. Non, j'adore ça, vraiment. C'est quelque chose qui est très important, à Et la tout fois d'un style point de vue confondu? personnel et d'un point de vue professionnel. Donc, j'ai la chance de pouvoir avoir ce métier passion. Et ouais, absolument, tout style confondu. Je peux aller à la Philharmonie, classique, écouter du classique, comme aller au Hellfest, écouter du métal. Donc, absolument, donc très varié. Les gares, parce que j'adore voyager. Je suis auvergnate déjà, donc aussi je passe beaucoup de temps dans le train parce qu'il n'y a pas le TGV pour aller en Auvergne. Et je voyage beaucoup en famille. Je vais aussi essayer d'aller voir des concerts en province. Et voilà, c'est une de mes passions aussi, les voyages. Et puis le troisième, c'est les fêtes foraines parce que j'adore jouer, j'adore avec mes enfants. On est une famille, on joue beaucoup. J'essaie de repasser à la maison le soir, de toujours faire un jeu de société avant de repartir en concert. On est une grosse famille de joueurs dans la maison, que ce soit des Attends, jeux tu de rentres du jeux, de boulot, tu cartes, fais un jeu de société avec tes enfants et tu vas voir un concert. Exactement. C'est du génie. Putain, moi aussi, je veux cette vie. Ouais, Ça me va très bien. Non, mais Marianne est... Et j'essaie de gagner. Ah ouais? Ah oui, même Vraiment. face à tes enfants, tu es sans pitié. J'ai un petit côté compétitrice. Non, je joue beaucoup. Non, mais je leur apprends aussi. Je ne les laisse pas gagner, en tout cas. Tu leur apprends à perdre, mais c'est important dans la vie de savoir perdre. C'est important d'apprendre à perdre, exactement. Mais non, je joue beaucoup et donc on va beaucoup dans les fêtes foraines. Enfin, on s'amuse beaucoup. Ok. Puis c'est une part aussi d'enfance, je pense, qui est importante aussi, qui permet aussi de laisser aller ses émotions, d'être plus créatif. Enfin, je trouve que c'est très inspirant Grave. aussi, ce monde de l'enfance, un peu cet imaginaire. Alors, avant de revenir sur ton parcours qui est hyper dense et qui est incroyable, on parle beaucoup de représentation puisque ce podcast s'appelle Femmes Corpo. Donc, c'est vrai que la représentation des femmes à haut poste est assez importante et elle est très manquante. Est-ce que toi, dans ton adolescence, tu avais des exemples comme ça de femmes très haut placées dans ton entourage peut-être personnel ou carrément même dans ton imaginaire?
Alors c'est vrai que j'avais évidemment beaucoup d'hommes en rôle modèle, des hommes d'ailleurs auxquels je m'identifiais assez bien, bizarrement, parce que je disais à mes parents, je disais à mon père qui était juge, peut-être un peu pour l'embêter au début, mais que je voulais être Dr Dre. Donc Ah ouais. voilà, ouais. Et Déjà punk. un peu punk, voilà, plutôt un peu adolescente rebelle, on va dire. Et par contre, j'avais quand même des exemples de femmes, notamment dans l'industrie de la musique. J'avais l'exemple de Sylvia Rhone, qui était la première femme noire américaine à diriger un label. Elle dirigeait East West dans les années 80. Puis ensuite, elle a été présidente de Motown. Et aujourd'hui encore, à 72 ans, elle est présidente d'Epic aux États-Unis. Et c'est une femme qui m'inspire énormément et avec laquelle aujourd'hui j'ai la chance de travailler. Et j'en suis voilà, tellement heureuse. Et voilà, j'ai énormément de gratitude pour cette femme qui m'a beaucoup inspirée. Mais il y en a d'autres aussi en France, hein. Il y avait quelques femmes comme ça où je lisais des articles qui m'inspiraient beaucoup. Il y avait Laurence Leny qui avait signé NTM chez Sony dans les années, fin des années 80. Il y avait Valérie Michelin chez Columbia. Il y avait Laurence Twitou chez Delabel. Donc il y avait déjà des femmes dans l'industrie de la musique qui m'inspiraient. Mais donc, tu as toujours été passionnée de musique, en fait. Tu étais déjà en train de regarder comment travailler dans cette industrie-là. Ouais, depuis que j'ai 13 ans, j'ai la conviction que je travaillerais dans la musique et j'avais une envie très forte de travailler dans la musique. Et donc, je voulais produire des artistes de rap. C'est ce que je disais quand j'étais adolescente. Quand tu étais ado en Auvergne. Exactement. Donc, Et c'est puis ouf après, parce non, mais qu'il y j'ai avait- beaucoup déménagé. Ok. Voilà, dans ma famille, tous les 2 ans, on déménageait. Donc, c'était assez chouette. C'est aussi ce qui m'a donné probablement le goût du voyage et le goût de construire Et la des passion nouvelles pour les choses trains. toujours. Ouais, la passion pour les trains. J'adore être dans le train. Non, on peut faire plein de choses dans le train, c'est cool. Et donc, du coup, tu as grandi en Auvergne. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe avant Sony? Alors, évidemment, ça prendrait des jours et des heures de raconter toute ta carrière et toute ta vie, mais qu'est-ce qui se passe avant d'arriver voilà, à la tête de Sony? Où est-ce que tu grandis? Dans quel milieu un peu socioculturel? Et après, quelles sont les boîtes par lesquelles tu es passé? En fait, moi, mes parents étaient fonctionnaires et j'avais pas du tout de connexion et de réseau dans la musique. Donc, je me suis construit mon réseau. Et pour ça, en fait, c'est vraiment Internet qui m'a permis à l'adolescence, en fait, de cultiver ma passion pour la musique et de me construire un réseau parce que j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis avec lesquels on a monté un site Internet de rap. Voilà, donc ça s'appelait lehiphop.com. On avait premier site Internet de rap à l'époque, un des pionniers en France. Et donc, grâce à ce site, j'ai pu rencontrer énormément d'artistes, puisque on s'occupait des interviews, on faisait des chroniques. Enfin voilà, c'est ce qui m'a permis vraiment de pouvoir rentrer dans les maisons de disques. Et donc, voilà, j'avais une émission radio, enfin voilà, plein de choses. On organisait des concerts, des ateliers d'écriture. Enfin, mais ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font aussi, et ce que je trouve génial, c'est un certain pragmatisme, une idée voilà, de vie associative et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a permis voilà, de me tisser un réseau dans les maisons de disques et de trouver mes premiers stages. Et donc, j'ai fait un stage de stage, 5 stages, 6 stages, parce que c'était difficile. Et puis, voilà, parallèlement, j'ai fait une école de commerce, l'EDEC à Lille. Mais là aussi, j'étais beaucoup investie dans la vie locale, les concerts, les ateliers d'écriture. Et donc, après, j'ai fait mes stages et j'ai pu trouver mes premiers jobs en maison de disques chez Virgin. Donc, je suis passée par plein de maisons de disques jusqu'à mon premier CDI où j'étais chef de projet à l'image. Je m'occupais des clips et des pochettes d'artistes. Mais tout est parti de ton premier site de rap, parce que c'est quand même dingue de se dire j'ai zéro réseau et j'ai envie d'être patronne d'une grande maison de disques. Et comment tu tisses ce réseau? C'est quand même- Exactement, c'est parce que avec nos copains, on voulait interviewer les artistes qu'on admirait, donc on a commencé à monter ce site et aller à la rencontre. Et en plus, à l'époque, il y avait tellement peu de médias qui s'intéressaient à bien cette sûr, musique surtout au qu'on rap. était extrêmement privilégiés. Donc j'ai pu interviewer que ce soit Jay-Z, Kanye West, parce que quand ils venaient en France. Et c'était chouette et ça m'a permis voilà, de conforter, enfin, en tout cas de faire grandir en moi l'idée que je travaillerais dans la musique. Et tu as grimpé comme ça chez Virgin. Tu es resté combien de temps chez Virgin? Je suis restée, j'ai fait un peu plus de 4 ans chez Virgin, donc je me suis occupée de la variété française et de l'électro. Donc ça, c'était absolument génial parce que ça m'a permis aussi de m'ouvrir. Sinon, je pense que je serais restée peut-être enfermée dans un genre. Et donc, voilà, de s'occuper. J'ai eu des vraies révélations. Je me suis occupée d'Alain Souchon. J'ai travaillé avec Renaud, avec Jean-Louis Aubert, avec Camille, avec Benjamin Biolay et tous ces artistes, avec David Guetta aussi, qui m'a beaucoup, que j'ai trouvé fascinant. Et donc, tous ces artistes m'ont vraiment ouvert. Et ça a été très, très chouette. Donc, voilà, ça m'a permis de travailler, de réfléchir à d'autres stratégies pour développer un autre style musical.
Et puis ça m'a permis voilà, de continuer aussi à construire mon réseau. Et tu Euh, gérais quoi? Tu gérais la communication, l'image? J'étais chef de projet, donc Ouais. voilà, je gérais c'est Ouais. un métier de coordination. Pour moi, c'est un métier central, pilier dans les maisons d'artistes aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis partie chez Believe, donc qui était à l'époque un petit distributeur qui avait moins de 100 employés, donc c'était une petite maison. Et j'ai grandi dans cette société. J'ai passé 12 ans chez Believe. J'ai eu des expériences à la fois en France et à l'étranger. J'ai vécu 3 ans à New York. Et puis, je me suis occupée de différents aspects, de la vidéo, de l'audio, enfin voilà, plusieurs aspects. Et puis, jusqu'en 2020, où j'ai été appelée par Sony pendant le Covid. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, t'es appelée, t'es débauchée. Oui. Ok. Waouh. Voilà, j'étais appelée. Une star. Et les premiers temps chez Sony, comment ça se passe quand tu voilà, quand arrives à ce poste de directrice générale, ce qui est évidemment est le top de la pyramide, comment tu arrives à t'adapter? Est-ce que c'était difficile au début? Alors, non, c'était passionnant en fait. Et si vraiment j'ai choisi d'aller chez Sony, c'est parce que déjà, j'ai eu un très bon feeling, il y a eu une rencontre. Et souvent, moi, j'ai toujours basé mes choix professionnels, en tout cas sur l'humain, et sur les rencontres, et sur les valeurs, et sur les connexions avec les gens. Donc, j'ai été inspirée par les rencontres au cours des entretiens, et notamment parce que j'ai senti qu'il y avait une vibe très artistique chez Sony et qu'il y avait l'artiste qui était central, qui était vraiment placé au milieu de l'échiquier. Et c'était très inspirant de partir voilà, du créatif et de l'artiste. Et il y avait un rapport aux artistes qui était unique. Et puis, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans le fait d'aller chez Sony, c'était la puissance de l'international, être épaulé par un grand groupe et qui allait aussi au-delà de la musique. Parce que finalement, chez Sony, la musique, c'est une partie, c'est un pilier, mais il y a 4 piliers. Il y a le jeu vidéo, il y a Sony Pictures, il y a toute l'image, et il y a aussi Sony Electronics, donc tous les appareils. Et donc, c'était de pouvoir aussi utiliser ces 4 piliers pour développer les artistes, parce que je pense que la musique, c'est aujourd'hui un peu trop restrictif. Ouais. C'est un entre-soi, et donc de pouvoir aussi aller découvrir d'autres secteurs et raconter d'autres histoires, et donc utiliser l'image, évidemment comme les documentaires, mais pas que, utiliser les jeux vidéo aussi pour aller amener de la musique aux gens. Je trouvais il y avait un terrain de jeu, et il y a un terrain de jeu, et je suis très contente aujourd'hui. On est en train de développer de plus en plus de partenariats et d'ouvrir des portes avec les artistes sur le côté hors musique, donc c'est assez passionnant. Et tu es à la tête de combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, chez Sony, on a un peu plus de 200. Et avant toi, il y avait déjà eu des patronnes? Non, pas en France, mais on est plusieurs à diriger des pays. Là, récemment, on était aux États-Unis, il y avait un congrès avec les patrons et patronnes de pays. Et force est de constater qu'on est de plus en plus chaque année à diriger. Donc voilà, il y a une nouvelle patronne de l'Australie qui nous a rejoints. Ouais, Voilà, t'es donc, la première patronne française quand même de Sony. oui, je suis la première patronne même d'une major en France, en tout cas présidente de major, oui. Quand ils t'ont fait passer des entretiens en 2020, est-ce que dans le processus de recrutement, il y a un moment où c'est venu sur la table, ça a été un sujet, où ça n'a pas été évoqué? Le fait d'être une Le femme. fait d'être une femme, ouais. Non, en même temps, je veux dire, ils savent à qui ils s'adressent. Mais, Bien sûr, mais je veux dire, non, est-ce je pense que... vraiment en toute humilité, j'ai quand même 20 ans d'expérience, à la fois en France, à l'Inter, en indé, en major, en rap, hors rap. Donc voilà, je pense que c'est aussi quand même cette palette d'expertise qui les a convaincus. Et non, ça n'a pas été un sujet. Et ça n'a jamais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a un peu marre des interviews de genre, et toi en tant que femme, et l'entrepreneuriat au féminin, et le leadership au féminin. Ça, je suis complètement d'accord. Mais il persiste quand même des chiffres qui sont indéniables chez les jeunes, et notamment chez les jeunes femmes. Elles vont moins vers des rôles de leadership, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'on a un peu une responsabilité, toutes, je dirais, de leur, voilà, soit de leur donner des conseils, ou soit de les rassurer sur le fait de leur dire, aujourd'hui, dans tel milieu qui peut paraître assez misogyne ou masculin, effectivement, moi, dans mes processus de recrutement, comme tu viens de le dire, ça n'a jamais été un sujet. J'ai 20 ans d'expérience, j'ai fait plein de trucs, etc. Donc, vraiment, les filles, ça va aller, quoi. Mais on pourrait s'attendre, c'est vrai que dans le milieu de la musique, à ce que ce soit un milieu carrément misogyne. Mais bon, tu as l'air de dire que ça va.
En fait, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité sur ce sujet. C'est-à-dire, je pense que dans tous les milieux, en 2024, on peut mieux faire. Enfin, Ouais. je pense que, je ne sais pas si vous interviewez des gens qui sont satisfaits, mais je pense qu'on peut toujours mieux faire. Moi, voilà, je viens quand même j'étais à l'école, au collège, dans une école de jeunes filles, avec des blouses bleu marine, où j'avais des cours de couture. Quand en face de moi, il y avait l'école de garçons qui avait des cours d'informatique. Et aujourd'hui, j'ai réussi à être patronne de maison de disques. Donc, je pense que voilà, je me suis jamais sentie victime et j'ai toujours su prendre mon destin en main. Maintenant, est-ce que j'ai été victime de sexisme et de sexisme ordinaire? Bien sûr. Enfin, c'est au quotidien. Il m'arrive très souvent d'entendre des remarques. Quand j'étais enceinte, on m'a dit ah, c'est dommage, tu avais une belle trajectoire de carrière jusque-là. Enfin, j'ai tout le temps des petites remarques, mais il y a encore très récemment un avocat qui m'a dit, j'évoquais mes enfants, je disais je vais rentrer chez moi, et il me disait ah, vous avez des enfants en bas âge, oh là là, ça et une majeure, ça fait pas bon ménage. Enfin voilà, des petites remarques comme ça, on en entend toujours. Maintenant, est-ce que ça m'affaiblit et est-ce que ça m'affecte? Non. C'est-à-dire, je pense qu'au contraire, ça me rend plus forte et ça me donne envie de construire cette industrie plus inclusive. Et voilà, et je pense qu'on a un devoir supplémentaire aussi d'exemplarité. Ouais. Parce que voilà, ça sert à rien d'être la première si c'est pour être la dernière. Donc, on a vraiment ce devoir. En tout cas, moi, je prends cette responsabilité d'être exemplaire et puis d'emmener aussi, d'accélérer et de militer, de travailler pour une industrie plus juste. Et aussi parce qu'on est dans une industrie créative et que je pense qu'on est plus performant quand on est plus divers, plus inclusif, quoi. C'est aussi juste pour des résultats, je dirais, c'est pour des performances aussi. C'est comment on veut nourrir, être créatif et proposer les idées les plus créatives aux artistes si on est dans un entre-soi. Donc on a vraiment besoin d'avoir des émotions diverses, des parcours divers. Enfin voilà, on a vraiment besoin dans les métiers créatifs plus que jamais d'avoir cette intersection d'émotions et de sensibilité. Alors, le but, c'est, tu as raison de le souligner, c'est pas du tout de refaire le constat. Enfin, il y a plein de livres et de documentation sur le constat de la place des femmes dans le monde du travail. Le but de Femmes Corpo, c'est de donner des clés à celles et ceux qui nous écoutent pour rendre leurs entreprises plus inclusives et pour les femmes, pour mieux réussir leur carrière. Mais tu nous donnes déjà 2 clés. La première, c'est que peut-être se victimiser. Enfin, je sais pas si je te paraphrase correctement, mais peut-être se victimiser, c'est pas forcément le meilleur moyen de réussir. Peut-être qu'au contraire, il faut faire des discriminations subies une force pour faire quelque chose d'autre. Et la deuxième clé, c'est plus il y a d'inclusivité, mieux on se porte. Si je résume ce que tu viens de dire. Bah oui, définitivement. Je pense que c'est prouvé par A plus B, effectivement, que les performances des entreprises augmentent avec la diversité. Donc nous, c'est un sujet qui nous tient vraiment très à cœur chez Sony et on essaie de se battre au quotidien pour amener plus de diversité. Et puis, c'est un thème en plus très, très large, c'est-à-dire la diversité, c'est à la fois, par exemple, d'amener des énergies autres que musique. Moi, je pense qu'on a besoin aussi de recruter des gens qui viennent du hors musique et donc qu'on doit vraiment lutter contre cet entre-soi. Donc, et puis après, c'est travailler aussi au quotidien sur diversifier tous les métiers et pas seulement certains. Donc, moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est diversifier, par exemple, les ressources artistiques, les gens qui signent les artistes, qui détectent les artistes. Je pense que là, on a besoin, c'est le cœur du réacteur, parce que c'est ce qui va pouvoir ensuite ruisseler dans l'entreprise. Si déjà on a cette sensibilité, cette attention à la diversité dans les détections de talents, dans les signatures de talents, je pense que c'est déjà une première porte. Puis chaque recruteur est, j'imagine, un peu dans son microcosme, donc va souvent chercher les mêmes personnes, d'où la nécessité d'avoir plusieurs personnes différentes pour aller dans des bulles cognitives, comme on peut voir un peu sur les réseaux sociaux différentes. Le recrutement aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile. Et puis, je pense qu'aussi, c'est une remise en question permanente et beaucoup d'écoute et de compréhension sur aujourd'hui, qu'est-ce que la nouvelle génération attend du travail aussi, où est-ce qu'on place la valeur du travail. Moi, je suis parfois très perturbée par des gens qui n'ont pas les mêmes attentes que nous, on avait à cette époque, des gens qui veulent faire plein de métiers d'un coup, ces slashers qui me perturbent, qui veulent être chef de projet, / directeur artistique, / Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces gens? Est-ce qu'on leur dit non, tu rentres dans une case? Ou est-ce qu'on essaie de se remettre en question, de s'adapter, de s'asseoir ensemble à une table et de dire, OK, quel est notre projet commun? Qu'est-ce qu'on cherche? Et la musique, pour moi,
c'est une opportunité énorme pour rester jeune, quoi. Et Bien donc, sûr. on est dans un métier voilà, qui se renouvelle en permanence. C'est une industrie qui a changé 5 fois. Enfin, quand j'ai commencé, c'était pas du tout je veux dire, le business ne se faisait pas du tout du streaming. Enfin voilà, c'est une industrie qui se réinvente en permanence. Donc, on doit aussi réinventer nos métiers, on doit aussi réinventer notre façon de travailler et les services qu'on offre aux artistes. Et là, dans ton expérience chez Sony, tu as l'impression de t'être réinventée aussi Oui, en tout cas, j'ai l'impression de me remettre en question, de me poser des questions en tout cas, voilà, j'essaie de faire attention et puis beaucoup de dialoguer. Je pense qu'une des premières choses que j'ai faites en arrivant dans l'entreprise, c'était de renforcer le dialogue. En plus, on revenait d'une ère post-Covid où le dialogue s'était un petit peu distendu et donc ça a été de remettre les gens ensemble. C'est-à-dire que il y avait des super joueurs de foot, mais c'était encore d'essayer de mieux faire travailler l'équipe ensemble. Ouais. Et ça a été important. Donc, on a créé beaucoup de moments. Par exemple, on a un moment qu'on aime bien maintenant qui s'appelle le nous, en hommage à Julien Doré. Mais on est entre nous pendant 1 heure chaque mois et on partage les sorties du mois, les chiffres du mois, l'équipe du mois, l'innovation du mois. Voilà. Et ça, je pense, c'est assez intéressant. Voilà, on partage beaucoup. Pour moi, c'est hyper intéressant d'écouter, de poser des questions, de comprendre et de comprendre la culture de l'entreprise. Je pense qu'une des premières choses aussi quand je suis arrivée, c'était de comprendre la culture de Sony et ensuite de pouvoir proposer mes changements, voilà, d'apporter ma patte. Et puis, j'avais aussi évidemment moi, de gros challenges artistiques. C'était de pouvoir aller renforcer le roster, signer des nouveaux artistes, développer des talents. Parce que moi, c'est ce qui m'excite le plus au quotidien, c'est le développement de talent. Ouais. Et talent, quand je dis talent, en plus, c'est pas qu'artiste, c'est aussi les talents, c'est aussi les collaborateurs. De pouvoir promouvoir quelqu'un, mais c'est grisant, quoi. Là, on se dit qu'on a réussi quelque chose quand on a des gens qui mûrissent dans l'organisation, qui prennent des responsabilités, qui ont des réussites. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est bien plus gratifiant, c'est bien plus nourrissant que la réussite personnelle, en fait, de regarder les autres autour de soi grandir. Ouais. Tu nous en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as été confrontée à des moments particuliers de sexisme dans ta carrière qui ont été peut-être des freins ou... Oui, régulièrement. Est-ce que je les ai vraiment verbalisés, intériorisés? Pas forcément. J'ai quelque chose quand même en tête. C'était dans mes jeunes années, quand je voulais absolument travailler dans la musique. Je suis allée voir un patron de label un patron de label de rap, pour lui demander s'il avait une place pour moi. Et sa réponse a été cinglante et m'a beaucoup marquée, puisqu'il m'a dit moi, de mon vivant, il n'y aura jamais de femmes dans mon label, parce que les femmes, soit ça couche avec les artistes et ça crée des problèmes, ou soit les femmes, ce sont des mauvaises négociatrices et ça me fait perdre de l'argent. D'accord. Donc on était bien dans les deux clichés, mais ça m'a rendue plus forte, en fait. Ça m'a donné une espèce de niaque. Et je pense que non, mais ce qui tue pas rend plus fort. Hein, j'y crois vraiment. Donc voilà, Il y a de la rage. Et il y a de la rage. Et d'ailleurs, pour tout avouer, j'ai recroisé cette personne récemment et je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit, putain, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc je pense qu'aussi on a progressé dans la société, on a progressé dans l'industrie musicale. On n'y est pas encore, mais on progresse chaque jour. Mais là, tu vois, c'est un conseil, ça va être une nouvelle clé pour nos auditrices et nos auditeurs, mais c'est un conseil presque personnel que j'ai à te demander. En ce moment, je regarde la série Culte qui raconte l'histoire du Loft, de Love Story, et où on voit notamment donc l'actrice Anaïd Rosam qui joue le rôle de Alexia Laroche-Joubert, qui est toujours d'ailleurs une des grandes patronnes dans l'industrie télévisuelle. Et on voit beaucoup de moments où elle a affronté du sexisme. Et moi, rien que dans mon lit, devant ma série, j'ai envie de frapper tout le monde, quoi. Enfin, ça me rend folle. Et alors que c'est un truc qui date des années 2000, enfin, la série elle raconte une histoire qui a 20 ans. Et en plus, enfin, c'est une série, donc ça va. Enfin, moi, je suis au chaud dans mon lit à ce moment-là quand je la regarde. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été confrontée à du sexisme dans le monde réel, ça m'a vraiment, peut-être ça c'est aussi une rupture générationnelle, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Et ça fait que je prends peut-être pas les bonnes décisions. Quand ça m'arrive, je me dis pas tiens, je vais tourner ma langue cette fois dans ma bouche et dans 20 ans, je serai devenue je ne sais quoi et je lui dirai comment ça va, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme toi t'as fait, tu vois. Et c'est quoi le conseil que tu donnes concrètement quand une femme est confrontée à une histoire un peu comme celle que tu racontes, ce qui arrive à toutes les femmes? C'est quoi ton conseil pratique pour
être stratégique? Bonne question. Bah, moi, je pense qu'il faut toujours, enfin, mon conseil pratique, c'est quand même, c'est d'en parler. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas taire ce genre d'histoire et c'est plus on en parle, plus on va trouver des clés pour sortir de ça, plus il y a des gens qui vont s'indigner, plus on va pouvoir aussi faire progresser la société. Donc, moi, je pense que c'est par le dialogue qu'on va résoudre tout ça. Donc, moi, j'essaie, et même chez Sony au quotidien, j'essaie vraiment de créer des espaces de dialogue et parce qu'aujourd'hui, cette libération de la parole, elle est clé et mon rôle en tant que dirigeante, c'est de construire un espace bienveillant et serein dans lequel on puisse parler. Et avec le plus, évidemment, ensuite de construire un espace le plus juste possible avec les moyens de parler et de traiter la parole. Et ça va de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est-à-dire que de pouvoir traiter de façon très simple. Moi, j'ai un exemple, par exemple, un exemple de réunion où un directeur artistique a eu un propos sexiste, mais je pense que c'était un biais inconscient. Et tout de suite, il y a quelqu'un, une chef de projet, qui l'a recadré, qui lui a dit non, tu ne peux pas dire ça. Il a dit ah oui, tu as raison, excuse-moi, et on est passé à autre chose. Et en fait, ça, toutes ces petites choses du quotidien, pour voir, c'est de construire cet espace où sans trop de jugement non plus de ça, on va pouvoir aussi passer à la phase 2, mais juste ne plus tolérer, parce que je pense quand même que le vocabulaire est très important. C'est quelque chose de... Voilà, je pense que les mots ont une importance. Et moi, j'ai aussi repris récemment quelqu'un qui me présentait son business plan en me disant, donc on va embaucher un directeur, 2 assistantes. Et en fait, ça, c'est dans le quotidien. Mais je dis, mais pourquoi pas une directrice, 2 assistants? Mais en fait, c'est vrai que ces métiers, chef de projet, c'est masculin, assistante, on le féminise beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est de l'infiniment petit. Mais je pense que, mine de rien, voilà, c'est des petits ruisseaux qui vont créer la grande rivière. Et puis après, il y a évidemment aussi beaucoup de grands combats sur l'égalité de salaire, enfin des choses comme ça auxquelles on s'attaque aussi. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger les deux côtés. Et est-ce que tu conseillerais d'intérioriser ou justement d'extérioriser tes émotions? Parce que Flora, je pense que du coup, tu as tendance à extérioriser tes émotions. Est-ce que stratégiquement, tu dirais plutôt intérioriser et ensuite aller extérioriser auprès des collaborateurs, ou tout de suite extérioriser auprès de la personne qui nous fait une remarque? Alors moi, je pense vraiment, et j'ai changé avec ça, parce que je pense qu'il faut extérioriser, que c'est capital. Avec le bon vocabulaire. Avec le bon vocabulaire, mais je pense qu'on a été beaucoup éduqués, en tout cas notre génération a davantage intériorisé. Et je pense qu'en tant que femme, on a parfois assimilé aussi le pouvoir et le leadership à la dureté. Et je pense que de montrer ses émotions, de montrer ses failles, c'est ultra important de dire, bon bah là je suis fatiguée parce que ci, parce que ça, là je suis très émue, je suis impressionnée, je suis pas dans mon assiette, je suis pas à l'aise de dire ça. Moi, c'est des choses, je n'osais pas le dire parce que je pensais que dans mon statut, il fallait que j'ai tout le temps l'air sûre de moi et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en mûrissant et tout ça, je pense que de montrer ses émotions, montrer ses faiblesses, c'est important. C'est très juste ce que tu dis, parce qu'il y a eu un moment où on faisait beaucoup de formations au leadership, leadership au féminin, leadership pour les femmes, etc. Absolument. Et où on leur apprenait à être des hommes comme les autres, c'est-à-dire devenez un homme, comme ça vous prenez le pouvoir. C'était un peu le discours, je dirais, sur la période peut-être 2010-2020. Et là, on est un peu entré dans une autre ère où on dit, bah attends, t'as le droit aussi d'être une chef au féminin, et c'est peut-être différent. Est-ce que toi, tu dirais, mais c'est peut-être un peu cliché comme question cette fois-ci, en plus t'as dit que j'avais fait une très bonne question, celle d'avant, alors ça met la barre haute. Est-ce que tu dirais que tu exerces un leadership au féminin? Non. Et est-ce que ça te met à l'aise, ce genre de truc? Non. Moi, pas trop, tu vois. Tu vois comment je formule la question? Non, évidemment, je déteste ça. Enfin, je pense pas qu'il y ait une façon féminine de gouverner. Maintenant aussi, il y a un autre terme qui est, je pense que le leadership au féminin, c'est le premier terme qui m'agace le plus, mais le deuxième, c'est le syndrome de l'imposteur. Ah On ouais. en parle tout le temps, c'est tout Grave. le temps associé au mot femme. Et moi, je le vois presque de façon plus positive, c'est-à-dire que je pense qu'avoir une certaine dose de syndrome de l'imposteur, c'est peut-être ce qui nous rend meilleurs, parce que ça cultive un caractère de se remettre en question. D'humilité. C'est d'humilité et de remise en question permanente. Alors évidemment, il faut quand même, on ne parle pas non plus de jamais avoir confiance en soi et de se sentir vraiment mal dans ses basques, mais une fois de temps en temps, de douter, de tout ça, je pense qu'on avance plus vite quand on doute et quand on se remet en question. Et je pense que l'abus de confiance en soi, c'est ce qui fait qu'on peut s'endormir dans des postes de dirigeants et de ne pas penser, voilà,
au coup d'après, à la remise en question, à comment on s'améliore, c'est une erreur. Si tu avais le pouvoir de changer un truc dans le monde du business à coup de baguette magique, ce serait quoi? Ce serait une parité de femmes sur la scène et derrière la scène. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, à la fois sur scène, pour avoir plus de femmes dans les rôles modèles. Mais moi, ma fille fait de la batterie, elle me demande de citer des batteuses. C'est pas facile. Ouais. Quand je l'amène dans des concerts, elle me dit tout le temps pourquoi il n'y a jamais de filles qui font de la batterie. Donc voilà, j'ai envie qu'elle puisse grandir aussi avec ces modèles-là. Donc il y a des associations qui font un superbe travail. Je pense à More Women on Stage, par exemple, qui se bat pour qu'il y ait plus de femmes. Mais c'est un sujet. La route est encore longue, ça progresse, mais il y a encore beaucoup de choses. Et évidemment, derrière la scène aussi, tous les métiers techniques et puis évidemment les métiers dans notre industrie. Donc de femmes qui dirigent des labels à des femmes techniciennes, backline, son, etc. Est-ce que tu penses que la RSE dans les entreprises peut aider à faire avancer ces sujets-là? Et qu'est-ce que chez Sony, tu as développé sur les sujets RSE depuis que tu es là? Bien sûr. Alors, la RSE, c'est un domaine tellement vaste. Ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est important que la politique RSE soit à la fois, je dirais, insufflée par le haut, mais soit aussi prise vraiment par le bas et que tout le monde se l'approprie. Parce que si c'est des guidelines qu'on balance, ça va être mal vécu et puis mal pris en compte. Et donc, je pense que c'est important qu'on associe tous les salariés dans cette démarche. Donc, nous, par exemple, une chose qu'on a faite, c'était de créer, de la même façon qu'on a un CSE, c'était de créer un comité RSE, donc avec des salariés, des représentants du personnel, mais sur la thématique RSE, et de leur donner les moyens de se réunir et d'agir au sein de Sony. Et donc, c'est un comité qui se réunit de façon mensuelle et qui fait des propositions qui traitent de sujets divers et variés, mais à la fois de problématiques, je dirais, écologiques, climatiques, donc des choses, encore une fois, de l'infiniment petit, hein, de réduire de 15% la facture d'électricité de Sony pour faire des économies d'énergie, à des choses beaucoup plus impactantes pour se battre pour justement la réduction de l'empreinte carbone. On travaille beaucoup là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de sujets égalité homme-femme, beaucoup de sujets de diversité, d'inclusion. Mais ça couvre un spectre très, très large. Pour donner quelques exemples d'initiatives qu'on a fait récemment, qu'on a faites avec des artistes, on a fait des vinyles qui sont uniquement faits en matière recyclée parce que voilà, on est encore dans un monde physique où il y a encore beaucoup d'objets qui consomment. Et donc là, on a utilisé avec Grand Corps Malade des chutes d'autres vinyles invendus. Et donc, on a refabriqué à partir de ces granules de vinyle, on a fabriqué donc des vinyles de Grand Corps Malade, donc qui sont faits de chutes d'autres vinyles. Donc C'est une nouvelle technologie. Ouais, c'est une nouvelle technologie qu'on a innové, qu'on a développé avec une usine extrêmement intéressante là-dessus. Donc, on développe plein de choses comme ça. On essaie d'innover. On essaie aussi de réduire, évidemment, c'est des choses, c'est pas glamour, mais c'est efficace. C'est-à-dire, par exemple, avant, il y avait que des caisses, des cartons d'acheminement où il y avait soit des cartons de CD, soit des cartons de vinyle. Maintenant, en faisant des cartons mixtes CD-vinyle, eh ben, on a réduit de 15% le nombre de colis. Donc voilà, c'est des petites choses, mais mine de rien, c'est ça, plus ça, plus ça aussi, c'est la politique des petits ruisseaux. Et puis après, d'un point de vue peut-être plus macro, Sony aussi a beaucoup investi au niveau mondial. Sony a développé un fonds qui s'appelle le Fonds de justice sociale et Sony a alloué 100 millions de dollars pour ce fonds pour accélérer la justice sociale parce que ça fait partie des valeurs de l'entreprise aussi de s'investir sur ces sujets. Et donc nous, localement, on a pu aider des associations qui travaillent aussi pour plus de justice sociale. Donc on a aidé des associations ces dernières années. J'ai en tête par exemple Casa 93, 1000 Visages, des associations aussi de mentorat féminin comme MEWEM, comme All Access. Voilà, donc on travaille avec plein d'associations. Sony est très investi aussi sur les Restos du Cœur, qui est un projet qui donne vraiment, qui tient à cœur à tous les employés parce que ça donne aussi un sens à nos métiers. Ça permet directement un nombre de CD, de DVD vendus. Voilà, c'est des repas servis. Donc, on se sent jamais autant utile que quand on sort les CD des restos. C'est un beau projet pour nous.
Et puis voilà, on travaille aussi avec une association moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle Viens voir mon taf, pour permettre aussi voilà, les stages de troisième et tout. Voilà, c'est pas que les enfants des employés, mais c'est aussi des jeunes de troisième qui auraient des difficultés à trouver un stage dans une maison de disques. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on développe. Donc il y a plein de choses. Et puis après, évidemment, de la même façon que les employés doivent prendre ce sujet en charge et que c'est pas à moi de dicter la politique, mais il faut aussi que ça vienne de la base, bah, évidemment, ça vient beaucoup des artistes qui sont très inspirants, qui sont très engagés dans plein de sujets. Je pense à Julien Doré qui est très engagé. Enfin voilà, on a la chance de travailler avec des artistes qui s'engagent sur le terrain pour cette justice sociale. Et tu parlais de programmes de mentorat, et notamment féminin. Moi, ce qui m'intéresse, je pense, dans ma vie quotidienne, et c'est pour ça que je suis très heureuse aussi de te rencontrer, c'est de donner la parole aux femmes. Comment on donne la parole aux femmes? Tout à l'heure, tu parlais notamment du syndrome de l'imposteur, que tu n'aimais pas du tout ce terme, etc. Mais justement, comment, alors au-delà du syndrome de l'imposteur, sur quel levier on peut travailler en tant que femme en entreprise pour gagner en confiance et pour affirmer sa voix davantage? Notamment en réunion, par exemple. Bah, c'est sûr qu'en réunion, le premier combat, c'est d'arriver à prendre la parole. Ouais. Sans couper la parole. Sans couper la parole. Et donc ça, je pense aussi que ça passe par des formations de dirigeants, par cette culture du feedback et de l'écoute active. Et nous, on travaille beaucoup justement pour que chacun puisse prendre la parole dans l'entreprise. Mais c'est de faire attention. Je pense que c'est aussi notre responsabilité à chacun d'entre nous. Et puis c'est aussi de cultiver, je pense, un état d'esprit qui consiste à dire que les bonnes idées peuvent venir de n'importe qui. Et moi, j'ai vu la semaine dernière quelqu'un, on était une réunion, on était 30, c'était assez impressionnant. La patronne du label demande tout d'un coup aux stagiaires « Et toi, t'en penses quoi ?» Et lui, je pense qu'il était en train de trembler parce qu'il s'est dit « Mais jamais… » Enfin, il ne pensait pas qu'on allait lui demander l'avis sur le prochain single. Et en fait… bah, c'est hyper intéressant en fait, de faire, parce que surtout qu'on est dans une fois de plus, dans ces métiers créatifs où les consommateurs, nous, on a aussi besoin de comprendre aujourd'hui, quand tu as 20 ans, comment tu écoutes de la musique, donc, et qu'est-ce que tu ressens, et qu'est-ce que tu recherches et tout. Donc, c'est de construire cette culture où les bonnes idées viennent de tout le monde. Et quels conseils tu donnerais aux jeunes femmes là, qui nous écoutent pour prendre la parole davantage en entreprise? Qu'est-ce qu'elles doivent surmonter comme obstacle et comment elles peuvent les surmonter? Bah, évidemment, je pense qu'elles doivent oser. Il faut avoir une vision, je pense, la plus pragmatique possible. C'est-à-dire que ne pas avoir peur de dire des conneries. Ça, je pense que c'est primordial. C'est-à-dire qu'il y a que les gens qui font rien, qui ne font pas de conneries. C'est-à-dire à partir du moment où on fait, on va s'exposer et on va faire des bêtises et on va mal parler. Et voilà. Donc, il faut arrêter de chercher la perfection. On peut pas être parfait, on peut pas être parfaite. Donc, mais par contre, il faut se détendre là-dessus. Il faut dédramatiser et il faut oser dire. Et oui, on dira des conneries, mais une fois aussi, on dira un truc intéressant qui rebondira et qui permettra peut-être de se faire remarquer. Et ça sera peut-être le début d'une belle histoire. Et tu dis justement, il faut dire, il faut oser dire. Moi, je pense que tout peut être dit tant qu'on utilise, comme tu l'as dit tout à l'heure, le bon vocabulaire, les bons mots, etc. Est-ce que tu penses qu'en entreprise, on peut tout dire? Et surtout, si on le peut, est-ce qu'on doit tout dire? Bah, je pense qu'en tout cas, il faut créer cet espace de dialogue où on puisse vraiment dire les choses. Et donc, cette culture-là de la transparence, du dialogue et tout, oui, je pense qu'on doit réussir, on doit pouvoir créer un terrain où on doit dire le plus possible et on doit apprendre aussi, je pense, à recevoir la parole de l'autre. On doit apprendre à garder aussi de la distance, à se comporter aussi face à une parole qui pourrait nous déranger ou à dénoncer. Enfin voilà, il y a plein de comportements possibles en fonction de la parole de l'autre, mais je pense que il faut construire cette culture du dialogue. Mais encore une fois, ça peut être bienveillant, c'est pas du tout… voilà, bienveillant ne veut pas dire complaisant, hein. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir dénoncer des choses. Souvent, je trouve qu'on associe trop bienveillance et complaisance, mais il faut pouvoir dire quand on n'est pas d'accord, il faut pouvoir le dire de façon simple, mais il faut pouvoir le dire. Dire oui, il y a une augmentation de poste, vraiment quand on en a marre. Absolument. Et aujourd'hui, pour conclure, on est dans une très belle résidence qui nous est offerte grâce à Covivio. Donc on est très heureuse de vous accueillir ici. Et Covivio, il sponsorise aussi un programme de mentorat que je dirige qui s'appelle Ambitieuse, donc qui aide les femmes, toujours dans une idée de justice sociale, qui aide les femmes de quartiers prioritaires à plus prendre la parole en public. Mais vraiment ce truc de prendre la parole. Et je pense qu'elles vont écouter ce podcast. Et voilà, elles viennent pas de milieux sociaux très favorisés. Probablement toi, peut-être quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu dirais à toi, Marianne En Auvergne. En Auvergne. Non, mais je dirais sois curieuse.
va rencontrer toutes ces personnes qui ne sont pas de ton milieu, va écouter, absorbe, sois une éponge, nourris-toi. Ça, moi, je pense que c'est la clé pour être une bonne dirigeante et en tout cas pour pouvoir inspirer. Je pense qu'il faut d'abord évidemment énormément se nourrir et puis voilà, décloisonner, quoi, aller voir des choses qui sont hors des sentiers battus, qui sont très très loin de nous a priori. Et moi, je fais l'exercice, c'est hyper difficile, mais j'ai une liste dans mon téléphone de personnes que j'aimerais rencontrer, avec qui j'aimerais déjeuner. Et j'encourage très vivement les gens chez Sony à faire une fois par semaine un déjeuner avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, je me force à faire ça et je me prends encore des vents et j'essaye. Voilà, je lis un article dans les Échos, je fais ah génial, hop, je note la personne. Voilà, dimanche, là, j'ai encore écouté un podcast avec une femme médecin formidable, j'ai noté son nom. Voilà, enfin, je pense que toutes ces rencontres-là sont extrêmement nourrissantes. notes. Bon conseil, ça, Attends, j'aime beaucoup ce conseil. Ouais, tu notes le nom de la médecin et après tu lui écris Oui. et tu lui proposes un déj. Oui. Ah mais c'est génial. Et ça marche pas toujours, mais Non, j'ai mais parfois, rencontré ça un marche, nombre bien sûr. incroyable de gens. Et puis surtout, moi, voilà, je pense que je suis plus créative et je suis une meilleure dirigeante parce que j'apprends beaucoup. Après, ça aide, je pense, d'être présidente de Sony quand on envoie un Ah, bien message sûr, pour mais- déjeuner à quelqu'un, non? Bien sûr, mais absolument. Mais moi, je le fais depuis longtemps. C'est-à-dire Ok. je le fais depuis que je suis à l'EDEC. Ah Et, oui. je le fais depuis toujours. C'est-à-dire, j'utilisais l'annuaire de l'EDEC pour contacter des gens. Il y en a qui disaient oui, il y en a plein qui répondaient pas. Et d'ailleurs, je pense que moi, je reçois aussi énormément de sollicitations sur LinkedIn. Je peux pas évidemment accepter tout, mais par contre, j'ai un point d'orgueil. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Ah ouais. Parce que j'ai été moi-même cette étudiante où on ne répondait pas. C'est hyper frustrant. Donc j'essaie de répondre à tout le monde et au moins de les envoyer à droite, à gauche ou d'essayer de donner le petit conseil ou d'aider. Mais très, très bon conseil, on ignore souvent que les personnes répondent souvent, donc on peut écrire un peu à tout le monde aujourd'hui, c'est ça qui est pas mal avec Bah ouais. LinkedIn et autres. Et deuxième conseil, moi il m'est arrivé d'écrire un message à quelqu'un et que la personne ne me réponde pas et que je me dise mais c'est terrible, cette personne n'a pas envie de me voir ou de me parler. Et qu'après je croise cette personne et qu'elle me dise ah mais je suis tellement désolée, j'ai oublié de te répondre. Et en fait, faut pas aussi hésiter, alors faut surtout pas harceler les gens, mais faut surtout pas hésiter parfois à retenter sa chance 3 mois après, 3 semaines après. Bien Enfin, sûr. voilà, et c'est vrai, non, mais on se sent jugé peut-être par l'autre. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je me dis, ah, mais il doit se dire que je suis folle d'oser lui parler, un truc comme ça. Et en fait, pas du tout. Les gens sont souvent ouverts et contents de rencontrer des nouvelles personnes. Et surtout quand on est jeune, maintenant que je deviens moi-même de moins en moins jeune, je me rends compte. Non, et quand on est jeune, on se dit, bah, on va déranger parce que, en fait, voilà. Mais aujourd'hui, comme toi, tu l'as dit, tu as besoin de comprendre qu'est-ce que une personne de 20 ans écoute comme musique. En fait, on a tous aussi envie, on a tous cet intérêt-là d'avoir. Moi, j'ai des amis plus vieux, mais j'ai aucun ami de 18 ans, par exemple. Et récemment, je me faisais la réflexion, je me disais, c'est pas normal d'avoir des amis qui ont 15 ans de plus, mais pas qui ont 15 ans de moins. Donc, il y a aussi une curiosité vers les jeunes. Et je pense que ça, quand on est étudiant, on s'en rend pas forcément compte. Moi, je pense aussi qu'être mère, ça nous apprend à être aussi, je pense, une meilleure dirigeante, puisque moi, j'ai aussi, ça me permet de cultiver, de développer plein de qualités. L'empathie, notamment. L'empathie, la patience, et puis aussi la créativité. Et effectivement, moi, d'avoir cette jeunesse à la maison, je pense que c'est ultra intéressant aussi. C'est marrant, quand tu t'es présentée, tu n'as pas commencé par dire présidente de Sony, tu as dit mariée 2 enfants. Ouais. Donc ça prouve à quel Bah point. ouais. Oui, et 2 enfants, oui, et puis mariée aussi, parce que en fait, c'est une aventure collective, tout ça. Et j'ai un mari qui a fait plein de sacrifices dans ma carrière. Quand je lui ai dit on déménage à New York, j'ai une super opportunité de travail, ben, il a démissionné, il a perdu son job pour me suivre. Donc, en fait, c'est vraiment aussi, c'est aussi pour ça que quand je me présente, c'est un tout. Et je ne suis pas la seule aussi dans cette aventure. Oser, c'est déjà réussir, quoi. J'aime beaucoup ce thème de fin d'effectivement le mariage, enfin en tout cas la relation conjointe qui t'accompagne et qui peut aussi faire des sacrifices. Ça marche aussi dans l'autre sens. L'homme peut faire aussi des sacrifices pour la femme. C'est trop bien. C'est plus rare, mais ça arrive. On réussit jamais seul, en tout cas, je Ouais. pense. Eh bien les filles, réussissons ensemble. Exactement. Et
non, j'ai adoré, j'ai adoré personnellement, mais je pense que vous partagez aussi le fait que vous ayez adoré cette conversation. Ouais, Bah merci oui, ça beaucoup. donne des bonnes clés, mais c'est vrai que ce truc de vivre ensemble, se parler, je trouve que c'est difficile, enfin c'est devenu difficile dans la société dans laquelle on est. Et donc le conseil enfin ce que je retiens, c'est vraiment le conseil pratique de rencontrer une nouvelle personne par semaine. Grave. Si on était tous capables de faire ça, il y aurait plus de guerre Plus grand dans le chose. monde. Et l'ascenseur social, il y Il y aurait a plus grand chose. Il y aurait Non, d'autres choses, mais plus grand chose. Si on peut Mais sauver oui, le monde avec ça. Et Non, juste- mais en tout cas, parler, Non, oui, mais ça, c'est ça c'est aiderait essentiel. beaucoup, ouais. Et décrocher son téléphone, parler, enfin voilà, c'est clé. Et une reco musique là pour finir là comme ça les gens après le podcast ils vont aller streamer un artiste Sony ou pas. Ah bah là, je pense au dernier Olympia que je viens de faire, qui est l'Olympia de Johnny Jane, un super artiste qu'on a signé, voilà, Johnny Jane, qui est un artiste en développement, mais il y a 3 ans, il jouait dans un bar. Je l'ai vu la première fois dans un bar dans le 11e, et là, il a fait son Olympia complet. Trop Donc bien. voilà, c'est le tout début de sa carrière, mais je pense que voilà, c'est un artiste qui a une énergie et beaucoup d'émotions sur scène, Johnny Jane. Trop cool. On va mettre ça tout de suite dans nos oreilles. Ouais. Merci Merci. beaucoup, Marianne. Merci Merci, beaucoup, Marianne. merci à vous de m'avoir reçu.